Peut-être alimenter le débat avant que vous puissiez conclure, Président, sur ce sujet important. Sujet important d'abord parce que vous l'avez rappelé, c'est le principal poste de dépense et que cette politique, on peut se dire les choses de façon la plus claire et franche, a fait l'objet, y compris à une période où dans cet hémicycle il y avait une forme d'hystérisation sur ces questions, d'un accord assez large, pour pas dire d'une forme d'unanimité entre la majorité et l'opposition ou la minorité selon qu'on la qualifie. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel il y a une résonance aussi forte sur les bancs du groupe Gironde d'Avenir et je voudrais en dire quelques mots. D'abord, remercier Céline Guery d'avoir organisé cette réunion au cours de laquelle on a pu échanger de façon la plus, là aussi, franche possible, en posant des questions assez précises. Moi, j'entends aujourd'hui, dans ce qui nous est dit, une forme de changement de paradigme qui s'amorce. Émancipation, transformation, innovation, désinstitutionnalisation, je reviendrai sur ce terme ou sur cette politique puisqu'on l'évoquait ensemble. Et donc je me dis que là comme ailleurs, on est en train de réviser certainement un certain nombre de clés de lecture sous l'empire des pressions budgétaires qui sont là. Alors peut-être me direz-vous que ça avait été amorcé avant, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus lisible à l'instant où on se parle que sans doute ça ne l'était dans les années précédentes ou dans les exercices budgétaires précédents. Il y a des questions fondamentales, je voudrais aller au fond, pas se faire de mauvais procès sur cette politique publique, politique importante. Il y a des questions fondamentales qui sont posées et je voudrais en rappeler quelques-unes. D'abord, la question de la tarification qui vient d'être expliquée. Comment est-il possible, mais cette réponse vous appartient, comment est-il possible qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on se rende compte qu'il y a de tels écarts entre ces logiques de tarification sans que nous ayons eu un référentiel ou capé les journées? Ça, c'est une question importante. Sauf à imaginer que certaines structures, mais je ne peux pas l'imaginer, aient été avec des tarifs planchers défaillantes par rapport à des logiques de qualité de service et tout ça, mais j'imagine que c'est contrôlé, donc c'est pas le cas. En tout cas, comment expliquer, et ça peut s'expliquer, mais qu'on ait de tels écarts, parce que ce pas des écarts de 4 à 5%, on est d'accord, ce sont des écarts substantiels. Donc comment l'expliquer à la fois sur le plan de l'équité de traitement des publics, mais aussi sur la logique d'adhésion à un référentiel finalement départemental qui a dû être posé. Donc comment se fait-il que certaines répondent au référentiel à un coût plancher et d'autres à des coûts beaucoup plus élevés? Est-ce que ça résulte de l'histoire ou de l'historique des relations avec les partenaires, avec des projets associatifs qui peut-être n'étaient pas les mêmes au départ? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question, à l'heure où on se parle, elle mérite d'être très clairement posée. On a vu le travail de rationalisation, pardon de prendre le parallèle, il est peut-être pas très adéquat, mais on a vu le travail de rationalisation sur les référentiels d'engagement, sur la tarification à l'aide sociale, sur les services d'aide à domicile, par exemple, où il y a eu un vrai travail. Je l'ai vécu de l'intérieur avec les relations avec le département, où il y a eu un vrai travail de construction d'un référentiel et avec des prix de journée associés, etc., objectivés, avec des tableurs Excel, etc. Donc première question, comment se fait-il que nous découvrions aujourd'hui, ou qu'en tout cas nous prenions en compte cela aujourd'hui, cette différence de tarification? Deuxième élément, et là je voudrais répondre à Vincent Morin, on n'est pas en train de surfer sur le mécontentement, parce que moi je n'ai pas encore la capacité de mobiliser les organisations syndicales, ce qui n'est pas le cas de toutes les forces politiques dans cette Assemblée. Certaines ont plus d'accointances que d'autres, en tout cas je ne suis pas suspect en la matière. Mais enfin, quand on parle de casse sociale, c'est la CFDT, la CGT, Sud et FO. C'est pas le groupe Gironde d'Avenir. Bon, donc, quand Géraldine souligne qu'il y a des tensions, à minima, on peut quand même considérer les uns les autres qu'il y a des tensions. Et vous les entendez puisque vous avez rencontré les organisations syndicales. Donc, comment amorcer ce changement de paradigme? Et là, je passe, puisque l'idée, c'est le comment. Hein, c'est ce que j'ai annoncé en début de séance. Comment, dans une démarche qui doit être aussi respectueuse, on l'a évoqué en commission, en tout cas lorsqu'on s'est vu,
respectueuse de l'engagement et des missions de service public qu'on a confiées à ces associations, parce que, je veux dire, on les a quand même sollicitées sur ces missions. On les a. Et donc, comment aborde-t-on cette phase et est-il possible, à l'heure où on se parle et compte tenu du budget qui est proposé, d'imaginer ce que concrètement ça va produire sur ces associations, notamment par rapport à la responsabilité des employeurs qui sont là, qui sont du tiers secteur, mais qui sont des employeurs. Autrement dit, sans reprendre le terme de casse sociale, est-ce que derrière, on aura des licenciements et des personnes qui vont se retrouver en grande difficulté sur ces sujets? Troisième question, toujours sur le comment. J'entends parler de désinstitutionnalisation. Alors du coup, pour vous dire, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je suis allé lire un peu ce qu'on dit sur la question. Puis alors, je dis ça pour Vincent, j'ai vu que c'était un paradigme néolibéral. Donc j'étais hyper inquiet, parce que j'ai lu... J'ai gardé l'article, quand j'ai vu ça, j'ai eu très peur. Paradigme néolibéral qui vise à désinstitutionnaliser dans un monde marchandisé, etc., etc. Enfin, je la fais pas complète, il n'y a pas besoin. Tout le monde a entendu parler de ça. Donc, cette désinstitutionnalisation dont on nous parle aujourd'hui, peut-être en a-t-on parlé hier, j'ai pas été attentif, c'est possible, vous nous direz ça. Elle repose quand même sur un postulat qui, de mon point de vue, est extrêmement fort. C'est la capacité qu'aura pas le débarquement, mais le département, à embarquer l'institution judiciaire dans cette histoire. Parce que si j'ai bien compris, je suis pas un spécialiste, mais une grande partie des charges que nous assumons en termes de responsabilité au titre de vos compétences, des compétences obligatoires et des compétences aussi assumées par le président du département, dépendent de la position de l'institution judiciaire. C'est bien elle qui, sur la plupart des cas, amène à. Donc, la question est très claire, toujours dans le comment. Comment allons-nous réussir ce tour de force d'embarquer la justice avec nous sur des logiques de désinstitutionnalisation auxquelles je ne fais pas de procès d'intention. Si ça se fait ailleurs, peut-être que c'est mieux, etc. Il y a aussi à revoir les pratiques. Mais comment allons-nous faire alors même que c'est l'institution judiciaire qui aujourd'hui est prescripteur et quelque part, sans dire les choses de façon malveillante, est aussi une institution qui tire des chèques sur le budget départemental à travers des décisions de justice qui sont prises en toute conscience par les magistrats. Qu'est-ce qui fera que demain, la magistrature va être séduite par la désinstitutionnalisation et proposer des solutions alternatives à celles du placement? Voilà, donc 3 questions. Vous les avez suivies, mais je les résume. Une sur la tarification, une sur les répercussions sociales des décisions qui seront prises ici sur ce BP, et troisième sur la pratique de la désinstitutionnalisation et sur son efficience potentielle dans un environnement, un écosystème où il y a une chaîne de prescripteurs.